Je vais faire sortir le Marc Maury qui est en moi. Vas-y, pression. Alors, Charlotte Gabas, tu es née le 3 juin 1986 à Tarbes. Tu es Gémeaux. Mhm. J'ai d'ailleurs vu que c'était un signe d'air qui apporte une facilité de communication et une certaine légèreté. J'ai cru comprendre que ça pouvait éventuellement te ressembler. Tu commences le tennis à 5 ans à Juillan, je ne sais pas trop comment ça se Juillan, prononce. ouais, Juillan, Juillan. Juillan, très bien, dans les Hautes-Pyrénées. Tu as un master en cinéma à la Sorbonne avant de finalement en faire un autre dans le journalisme à l'Institut français de presse, dont tu sortiras majeur de promo. Chapeau. Oui. Tu enchaînes avec un stage chez Tennis Mag, TV7 Bordeaux et intègres la rédac de France 2. Mhm, Puis, pendant 2 ans, tu réalises des reportages pour les JT de Télématin, les 13h et 20h au sein du service Sport JT. Puis, tu couvres mhm. notamment Roland Garros. En parallèle, tu travailles à l'Équipe TV et Orange Sport Info. Tu Oui, intègres la c'est ça. rédaction. Jusque-là, on est bon. Tu intègres Mhm, la rédaction de beIN Sport lors de la création de la chaîne en 2012 en tant que reporter football. mhm. À cette époque-là, tu réalises des reportages pour l'émission Le Club présentée par Alexandre Ruiz. Oui, 2 ans entre après, autres, ouais. 2 ans après, en 2014, lors de l'acquisition des droits de l'ATP par la chaîne, tu te spécialises dans le tennis. De Mhm. 2014 à 2019, tu es envoyé spécial sur les Masters 1000 ATP et le circuit de tennis masculin en tant que reporter et journaliste bord de terrain. Le rêve, Oui. finalement, qu'on se le dise. Oui. Tu couvres ensuite la Coupe Davis, la Fed Cup et Wimbledon. On ne t'arrête plus. Tu as quand même eu 2 chroniques à ton nom. Où est Mhm. Charlotte et la chronique de Charlotte à Wimbledon. Juste En pour 2000, petite ouais. précision, où est Charlotte? Et on a uniquement fait cette chronique pour le slogan et le jingle. Il m'avait déguisé en Ah, Où est Charlie, en Où est Charlotte. Donc, très bien. on s'est dit qu'est-ce Ben qu'on va mettre oui, dans cette chronique parce qu'on a trouvé un nom génial et un jingle génial. Donc, voilà, je c'était t'avouerai que je l'ai vraiment pour cherché le sur jingle. YouTube et je l'ai pas Ouais. trouvé. Ça se fait rare, ça se fait rare. En 2018, tu deviens commentatrice sur les tournois WTA couverts par beIN et tu participes en plateau à Cour Centrale. Tu es la sœur d'Arnaud Gabas, arbitre international de tennis, blessé à l'œil pour avoir reçu une balle du jeune joueur canadien Denis Shapovalov, visiblement en colère. La vidéo a d'ailleurs fait quelques Mhm, millions de vues sur YouTube. Merci mhm. à la personne qui a écrit ta page Wikipédia et qui, entre nous, ne doit pas être toute jeune, car il y figure que tu as une maîtrise de cinéma et qui aujourd'hui Ah, utilise le mot maîtrise. c'est vrai. Et Mais je pour sais pas qui terminer, a rédigé cette. Je savais même pas qu'il y avait une page. sur ta présentation, tu as interviewé Roger, Rafa, Nelson Montfort. Tu te marres dans ton job avec Seb Grosjean, Fabrice Santoro, tu bosses avec Tatiana Golovin. Tu Mhm. postes une photo de galette saucisse sur Insta, ce qui en dit long sur ton attirance pour la gastronomie. Entre nous, Charlotte, tu es la femme parfaite. Ah ouais, c'est sympa. Vraiment sympa. Est-ce que tu as Ben, quelque que chose dire? à ajouter sur ta présentation? Ajouter, j'imite très bien Roger Federer et Richard Gasquet, mais ça, je pense qu'on peut y venir plus tard. C'est peut-être pas Ah, la génial. priorité. Globalement, tout est vrai. Ouais, non, j'ai pas, j'aime beaucoup rire. Ça c'est vrai. Vous avez, je pense, pu le comprendre, mais tout en gardant mon sérieux dans le travail, hein, évidemment. Mais j'aime bien travailler dans une bonne ambiance et voilà, que ce soit toujours joyeux pour que le travail ne soit pas une corvée. Voilà, c'est un petit peu ma philosophie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le tennis et pas le lancer de javelot, par exemple? Bien le tennis parce que j'ai commencé à l'âge de 5 ans, donc ça a été une bonne partie, de ma première vie, j'ai envie de dire, ma première vie dans le sud-ouest, jusqu'au bac où donc je jouais vraiment beaucoup au tennis, jusqu'à l'âge de je pense de 12 ans, j'aspirais peut-être à en faire quelque chose et puis j'ai très, très vite compris, que je n'avais pas le niveau puisque, Ophélie Vuittier, elle s'appelait, était la numéro 1 des 86 et j'avais vu que sur le plan national, elle était, même pas dans les 5 premières. Donc, comme elle me mettait 6-0, 6-0, non, enfin 5-0, 5-0 à l'époque, je me disais, bon, bah, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, non, j'ai continué le tennis. Je voulais participer à tout prix au tournoi des petits as et je m'étais blessée quelques mois avant les préqualifications. Donc, je n'avais pas pu participer au tournoi parce que c'est quand même un gros événement dans la ville de Tarbes. Donc, j'ai
pas mal arbitré là-bas. J'ai été juge de ligne beaucoup. J'ai ramassé les balles sur Rafael Nadal notamment. Donc c'est vrai que le tennis, ça faisait vraiment partie de ma vie. Je m'entraînais 3 fois par semaine. J'avais un entraînement physique, etc. Donc ça s'est vraiment imposé à moi quand beIN Sport a eu les droits et quand même beIN Sport est venu me chercher au tout début à la création de la chaîne. Il nous avait dit il y aura les droits du tennis. Moi j'ai dit bah oui, ça m'intéresse énormément. Mon frère est arbitre. J'avais quand même quelques contacts dans le milieu déjà. En 2012, quand je suis arrivée à beIN. Après, j'avais été juge de ligne aussi. Donc, c'est vrai que c'est mon sport de prédilection. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, c'était vraiment, ça s'est imposé à moi quelque part dans les faits qui se sont succédés dans ma carrière, entre guillemets, même si j'aime pas trop parler de carrière, je trouve ça encore un peu prétentieux, mais pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais vraiment là où il fallait au bon moment. Je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai été à beIN. Personne ne voulait vraiment travailler sur le tennis. Enfin, il y avait quelques gens intéressés. J'en faisais partie, évidemment, mais on n'était pas non plus très nombreux. Et donc, j'étais surtout la seule fille au début. Donc, j'ai eu de la place quoi, pour faire mon trou et pour m'amuser surtout. Tu as répondu aux 17 de mes prochaines questions, c'est parfait. Ah mince. Juste, il y a une info qui a retenu mon attention. Tu as été ramasseuse de balles de Rafael Nadal et Oui. je crois que vous avez 1 an d'écart, non? Non, on a le même âge, mais le Vous même avez le même âge âge. au jour près, quoi. On est nés le 3 juin 86 tous les deux. Et en fait, Incroyable. donc, j'étais ramasseuse de balles sur tout son tournoi au Petits As quand il le remporte à l'âge de 14 ans, en l'an 2000, je pense que c'était. Il avait battu un Français, Julien Gély, en finale. Et moi, j'étais D'accord. ramasseuse de balles. Je me souviens très bien. Je m'étais dit, ah là là, mais il est exceptionnel ce joueur. Et j'étais persuadée qu'il ferait une grande carrière. Bon, c'était pas Ah très ouais? difficile de le prédire. Ah oui, j'étais persuadée. Alors, j'étais aussi persuadée que Richard Gasquet serait numéro 1 mondial parce que l'année d'avant, c'est Richard Gasquet qui avait remporté le tournoi des Petits As en battant notamment Nadal sur son parcours. Et je m'étais dit, ah là là, mais Gasquet, ça y est, on va avoir un numéro 1 mondial français. Donc, c'était ma vision de jeune fille adolescente fan de tennis. Et donc, ouais, j'avais pu approcher Rafael Nadal à cette époque-là. C'est un grand souvenir quand même. Hein. J'imagine. Tu as été classé combien à ton meilleur? J'ai été 15. Et j'ai été À 15 12 quand ans, du j'étais en coup. Non, non, j'ai été 15 quand j'étais en terminale. Donc, je jouais beaucoup au tennis, mais j'étais aussi au conservatoire de Tarbes de musique et j'étais en fait en musique-études, pas en sport-études, mais en musique-études. Donc, je jouais beaucoup de violon. Donc, je ne pouvais pas non plus consacrer toute ma vie au tennis et aux compètes surtout, donc faire des matchs en permanence. Donc, il fallait choisir. Je n'ai pas voulu choisir entre le violon et le tennis, donc j'ai fait les deux. Et donc, mon classement, j'ai un peu stagné autour de 15-1, 15-2 pendant quelques années. Et puis, j'ai réussi à monter 15 juste l'année du bac. Donc, c'est quand même une satisfaction d'être seconde série parce que je peux être prof et je me dis que c'est quand même un plan B dans la vie. À Biarritz, par exemple, ou à Bidart. Voilà. Voilà un beau plan de carrière. Je cherche un club d'ailleurs. Quel est ton coup le plus fort? En fait, là, je suis un petit peu en perdition. J'ai plus trop de repères sur mon jeu. En réalité, c'était mon coup droit pendant très longtemps. J'avais vraiment un jeu d'attaquante et maintenant, j'arrive plus. Je suis hyper stressée, hyper crispée. Donc, j'utilise le slice. J'ai vraiment un problème mental. Quand je joue au tennis, mais c'est pour ça que je me fais violence. J'ai repris cette année et je fais des matchs. Et c'est dur, vraiment, je souffre, je m'insulte, c'est terrible à voir sur un terrain. Donc j'aurais dit le coup droit jusqu'à l'âge de 18 ans et maintenant c'est le service parce que c'est le coup que je contrôle le mieux. Donc ton point le plus faible, le mental finalement. Ouais, clairement. En fait, je joue plutôt bien à l'entraînement, enfin je joue normalement, on va dire, enfin pas bien, ce serait mentir, mais je joue normalement, quoi. J'arrive à recouvrir la balle, à avoir de la longueur, à avoir de la puissance, à faire des coups gagnants. Quand j'arrive en match, dès l'échauffement, je suis crispée et je sens plus rien. Donc, Je crois que c'est un vraiment problème assez terrible, quoi. récurrent dans le tennis. Tu dois pas Ouais, être c'est la seule. terrible. Non, je sais que je suis pas la seule et ça m'agace. Ça m'agace au plus haut point. Donc, je me suis lancé un défi, monter 15-3 cette année, mais là, ça va être un peu compliqué, je crois. Ne lâche rien. Après le confinement, Voilà, tu vas nous faire 2 matchs par jour et ça va passer. on va faire ça. Avec du recul, tu savais pas trop pourquoi, comment tu avais atterri à beIN, sur ce job en particulier qui est, je pense un paquet de monde juge comme un job de rêve. Maintenant, il y a quand même eu des rencontres, il y a eu du boulot, il y a eu des portes de poussée, tout ça. Est-ce que tu as quand même une idée, à un moment donné d'un déclic, qui t'a clairement,
mis dans la bonne voie, quoi, tu vois. Peut-être je me suis mal exprimée, c'est pas tellement, je sais pas comment je suis arrivée là, c'est juste que j'ai eu beaucoup de chance, Ouais. parce que tout s'est bien emboîté. Vraiment, il y a eu une succession d'événements, je trouve, qui tout s'est bien emboîté. J'avais pas forcément prévu. Alors évidemment, c'était un rêve pour moi, quand j'étais petite fille, de devenir, bord terrain tennis. Même si je l'avais pas forcément, formulé dans ma tête, je regardais, avec envie Nelson Montfort, même Agathe Roussel que j'admirais beaucoup parce que j'avais, Canal chez moi, j'écoutais Fred Viard, aux commentaires et je voyais que, Agathe Roussel, elle faisait un peu le métier, que j'aimerais faire. Même si, quand j'ai commencé mon école de journalisme, je me destinais pas forcément à faire que du sport. Quand j'ai commencé à France 2, je faisais de l'infogéné aussi. Alors j'étais au Sport JT, mais aussi on faisait des sujets société, donc pour le service société, pardon. Donc je m'étais pas forcément destinée à devenir journaliste tennis. C'est juste que beIN s'est créé, ils m'ont proposé un contrat, j'ai fait le choix d'y aller, alors que j'aurais pu rester à France 2, mais bon, ça a été un choix assez difficile, je pense, à ce moment-là. C'est vrai que parmi tous les sports, c'est le tennis. Donc c'est juste, je me suis dit, bon, beIN Sport, c'est un CDI, c'est un projet intéressant, c'est une chaîne avec beaucoup de jeunes. Charles Biétré était venu nous dire, voilà, je cherche à créer une rédaction de jeunes de moins de 30 ans où vous ferez tout. Alors, même les filles, vous pouvez commenter. Je veux que tout le monde fasse du plateau, je veux que tout le monde fasse des reportages. Du coup, j'ai senti qu'il y avait, on allait nous donner notre chance. À France 2, c'était un petit peu plus par étapes. Vraiment, il y avait énormément de stress là-bas, c'était par étapes. Alors, évidemment, j'ai beaucoup appris là-bas, c'était beaucoup plus stressant, c'était pas la même chose. À beIN, c'était une ambiance voilà, beaucoup plus jeune où j'ai senti qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Mais jusqu'au moment où on a eu les droits, moi, je ne pensais pas que que je serais envoyée spéciale sur les tournois. Je me disais juste, je veux travailler sur le tennis, évidemment, parce que c'est mon sport préféré, que je baigne là-dedans depuis que je suis toute petite. Après, en déclic, il n'y a pas eu de déclic, quoi. Ça a été une succession et beaucoup de chance. Mais j'ai toujours eu une vision assez positive. J'ai toujours eu des rêves, des espoirs dans la vie, donc je ne sais pas si il faut réfléchir comme ça pour que les choses se passent comme ça, mais enfin, je m'exprime très mal, mais je ne sais pas si voilà, Je il faut comprends. espérer très fort les choses pour qu'elles arrivent, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai commencé, je pense, à réaliser peut-être 2-3 ans après le début de mes petits tours du monde, on va dire, sur le circuit. Je me disais, ah là, mais j'ai vraiment tellement de chance. Et maintenant qu'on n'a plus les droits, je me rends compte encore plus. Je me disais, oh là là, Ouais. quand même, quelle vie c'était de voyager tout le temps, Il y a partout. peut-être eu une prise de conscience, c'est quand tu as arrêté le droit pour basculer sur le journalisme, finalement. Ça a été un choix Le assez cinéma? radical, non? Oui, en fait, Le non, mais cinéma, pardon, pas le droit. ouais, ouais. Depuis longtemps, en fait, je voulais, non, non, j'ai toujours voulu être journaliste. Alors, au début, je voulais même être critique de cinéma. Où j'hésitais pas mal, quoi. On est toujours un peu indécis quand on est plus jeune, mais non, j'étais assez attirée par l'image, par le montage, par la réalisation même de documentaires. Donc, j'étais plus dans la vision télé du journalisme, les reportages, et je voulais faire une école de journalisme à tout prix. Enfin, ça, c'était vraiment un désir, mais ça n'a pas été guidé par l'amour du tennis pour le coup. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné relatif à ta carrière, même si tu n'aimes pas ce mot-là, employons-le quand même, hein. Je pense que c'est un conseil de Fred Biard qui m'a toujours dit, n'oublie pas que les gens viennent pour le match, ils ne viennent pas pour toi. Donc, de toujours voilà, s'effacer, n'oublions pas que voilà, ce qui est le plus important, c'est l'événement, c'est le sport en fait. Donc, et on sait très bien que si on n'est pas là, le tennis va continuer. Bon, alors évidemment pas en période de confinement, mais donc ça permet toujours de rester un petit peu humble, de garder voilà, ce recul et de se dire oui, je vais faire de mon mieux, de ne surtout pas juger les joueurs, d'éviter de dire ah là là, ça ils pouvaient pas le rater parce que évidemment si nous on était sur un terrain, ce serait totalement différent et plutôt compliqué. Je vous déconseille de regarder d'ailleurs. Mais oui, son conseil, c'est surtout essayer de garder un maximum de recul et de ne pas juger la performance d'un joueur en étant trop cassant. Moi, c'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois que je commande, ça, je n'oublie jamais. J'ai vu d'ailleurs que tu intervenais à l'école de journalisme de Paris. Et toi, justement, à ton tour, quel est le conseil que tu juges le plus important à transmettre de ce que tu as de ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui, en tout cas? En fait, de jamais rien lâcher, alors c'est assez bateau, euh,
Et surtout de manger un petit peu son pain noir quand on veut arriver à quelque chose. J'ai vu, je me suis rendu compte justement en enseignant, en donnant des cours de reportage télé aux jeunes de l'IEJ, heu, qui voulaient un petit peu, tout de suite. Que souvent, quand ils veulent être journalistes télé, c'est: «Ben, moi, je veux être chroniqueur en plateau» ou, en gros, ils veulent être vedettes. Ils veulent être chroniqueurs, éditorialistes tout de suite. Sauf que, moi, avant d'être au commentaire tennis, avant d'être au bord terrain tennis, j'ai passé, des années en matinale, à France 2. J'ai passé, mes week-ends à travailler, à faire des sujets, un petit peu, c'est «le pain noir» entre guillemets, mais moi, j'adorais ça parce que quand on sort d'école, on a envie de tout faire. Mais en fait, moi, le conseil que je leur donne, c'est de ne pas être impatient et Mmh. d'accepter, parfois de devoir passer par certaines étapes, de devoir faire, un sujet qu'on n'a pas envie de faire, mais de montrer, qu'on est capable de tout faire, d'être un petit peu couteau suisse aussi et de rester humble parce que si on n'accepte pas de faire ça, personne ne nous fera confiance et on ne pourra pas ensuite faire nos preuves sur ce qui nous plaît le plus. Ça me rappelle le parcours de Thibault Leroll avec lequel j'avais échangé et qui Ouais. m'avait justement un petit peu, expliqué ça, le fait de se lever, de faire des Mmh matinales mh. quand tout le monde, un Ouais, peu à ouais. contre-courant finalement et que ça finit par payer, quoi. Mmh mh. À quel niveau aujourd'hui tu essayes de t'améliorer dans ton métier? Ce serait plutôt, aux commentaires toujours. Je pense que, j'ai, vraiment une grosse marge de progression. Enfin, je travaille beaucoup. Alors, je suis béton sur mes fiches. Je fais des fiches sur chaque joueuse, sur chaque tournoi, que je mets à jour avec les actus et cetera. Je pense que ça va plus être dans la manière de porter un événement, de le raconter, de s'emballer sur certains points. Je pense que je peux encore progresser là-dessus et puis je pense que ça vient avec l'expérience. Je vois, j'ai plus les mêmes intonations qu'il y a 3 ans quand je débutais aux commentaires. Je me sens de plus en plus à l'aise. Après, je pense que c'est à force d'en faire. On peut pas Ouais. remplacer l'expérience, en fait. Donc, là aussi, il faut être patient. Faut être très patient là-dedans pour progresser. Ça vient, petit à petit, mais au niveau du boulot, après, j'essaie d'être, irréprochable parce qu'on est obligé d'apporter, la valeur ajoutée aux téléspectateurs et la petite info peut-être qu'ils ont pas eue, la petite anecdote, voilà. Je me demandais justement quelle était ta botte secrète pour préparer tes interviews et tes fiches? Je fais beaucoup de recherches. Quand je prépare un match, je fais beaucoup de recherches sur, chacune des joueuses. J'essaie toujours de trouver, des interviews un petit peu insolites qu'elles ont pu donner à l'étranger ou sur les grands chelems. Les grands chelems, ils font souvent des interviews un petit peu décalées, donc je grappille des petites infos ici et là et voilà, après je les agrémente dans le commentaire, ou dans les interviews. J'aime bien, c'est vrai, dans les interviews de faire, 2 questions sérieuses et peut-être après, sur les dernières, peut-être, parler de quelque chose d'un petit peu plus décalé. Je trouve que ça détend un peu l'atmosphère, mais c'est un ton aussi à trouver. Je l'ai pas trouvé tout de suite. Mais c'est avec l'expérience, en fait. C'est en le faisant, régulièrement, en connaissant aussi mieux les joueurs qu'on arrive à prendre ce genre de liberté. Tu commentes avec, des très bons, disons-le, enfin Fred Viard, Grosjean, Santoro, enfin des Mmh personnes qui mh. connaissent vraiment le circuit, qui sont pointues, on peut le dire. Et toi finalement, c'est quoi ta touche perso si tu devais, sortir un peu, ton ta signature, ta patte, c'est quoi? Ben, moi, j'essaie d'être béton vraiment sur toutes les infos, sur le côté journalistique, en fait, parce que j'essaie de pas prendre, de place sur le côté technique. Pour moi, c'est vraiment au consultant, d'apporter son expertise technique. Alors, c'est toujours sur les conseils qu'a pu me donner, Fred au début quand j'ai commencé aux commentaires parce que pour moi, c'était l'inconnu total, hein. Le commentaire, c'était quelque chose pour le coup, j'avais pas prévu de faire, hein, dans ma vie, c'était quelque chose que je pensais réservé aux hommes pour le coup et c'est Fred qui m'avait proposé, donc il m'avait dit: «Écoute, l'idée, c'est de toujours donner le ton du match». Voilà, mon rôle, en fait, ça va être de guider le consultant, et de donner la tonalité, de la rencontre quand on sent, que c'est en train de basculer, quand, on sent qu'il y a un joueur qui a un petit peu plus mal, qui a une blessure. Après, il faut s'adapter. Après ça moi, je sais que j'aime bien rire aussi, donc j'essaie toujours d'apporter un peu d'humeur dans les commentaires et ça marche quand même pas mal avec, nos consultants. Fabrice Santoro a énormément d'humour, Sébastien aussi, on rigole vraiment beaucoup en dehors de l'antenne, mais du coup, on rigole aussi, à l'antenne. Je pense que ça doit s'entendre, de temps en temps. Donc ouais, j'essaie d'apporter de l'humeur, mais surtout quand même, d'être béton sur mes infos. Et justement, en un ou 2 mots, quelle serait la patte de Seb Grosjean? Seb, il est très, il est très bon dans la stratégie, dans la technique. Heu, En fait, il arrive à sentir un match.
je trouve. Il arrive à me dire si le joueur est bien ou pas, ou il arrive à tout voir. Il arrive à me dire, ah là, au retour, il se place pas bien. Et après, il faut le guider, Seb, parce qu'il aime bien ne pas répondre à mes questions. En général, on lui pose des questions, il répond toujours un petit peu oui, mais non, parce que bon, évidemment, il a beaucoup d'amis sur le circuit. Donc j'aime bien moi le titiller, on aime bien tous le titiller. Bon, bien sûr, il prend des pincettes, mais bon, non, on va dire lui il sent vraiment bien les scénarios de match. Voilà. Santoro? Santoro, il est très stat. Il me surprend toujours en fait, Fabrice. Il a toujours la petite stat, la petite anecdote, le bon mot qui fait sourire. Où il va, pareil. Après, en termes de stratégie, on n'a rien à leur apprendre. Évidemment, moi, j'apprends tous les jours quand je commente avec eux. C'est un vrai bonheur. Je redécouvre certaines facettes du tennis. Et non, Fabrice, en termes de stats, il est béton aussi. Il arrive à les interpréter. Ouais. Ouais, il est fort. Tatiana Golovin? Ouais, Tatiana, elle est facile. Tatiana, en fait, elle pourrait commenter un match toute seule, je pense. Elle a pas besoin de nous pratiquement. En fait, Tatiana, bon, elle est très très forte en plateau. Surtout, Tatiana, on peut la lancer si on a un problème technique, on peut la lancer sur un sujet. Elle va tenir 5 minutes sans s'arrêter. Hein. Mais nickel. Hein. Elle arrive. Elle est très très douée en télé, Tatiana, vraiment. Et Fred Viard et Thibault Leroll? Ben alors Fred, ce qu'il arrive à apporter, c'est évidemment toute cette humeur. Il arrive à accompagner l'événement. Pour le coup, je trouve qu'il est très très fort. Il raconte beaucoup d'histoires. Il a des fulgurances aussi sur certains événements. Je trouve qu'il a toujours ce petit grain de folie qui peut surgir à tout moment. Fred. Et c'est ça qui m'amuse avec lui, autant en plateau. Il y a des moments où on le perd, mais bon, il est toujours béton dans ses infos, hein, mais il y a toujours ce petit grain de folie qui le caractérise et il emmène le consultant. Moi, j'aime bien. Après, évidemment, je trouve qu'il est... Je sais pas, j'arrive pas à mettre les mots sur ce que je ressens quand j'écoute Fred. J'ai l'impression d'être dans un canapé confortable quand je l'écoute, voilà, qui l'enveloppe et que tout va bien se passer, qu'on est bien, quoi. Et Thibaut, il va nous faire rire, quoi. Thibaut, il va nous trouver 4-5 jeux de mots dans l'heure et puis il va les placer. Non, il est vraiment très drôle, hein, Thibaut. Enfin, de toute façon, vous l'avez bien remarqué. Mais Thibaut, après, en plus, il est très technique. Pour le coup, il prend peut-être un peu la place. Il complète encore plus le consultant. Je trouve que c'est assez intéressant. Il va être pas mal dans la technique propre. Et non, moi, Thibaut, pour moi, c'est le jeu de mots quand même. Faut pas. Est-ce que tu as un ou une idole dans le milieu du journalisme tennis? J'ai pas vraiment d'idole. Moi, ce serait pas tellement en télé, en fait. Là, les premières choses qui me viennent, j'aime beaucoup les journalistes de l'équipe. Je trouve qu'ils travaillent très bien. Je suis très copine avec eux aussi, donc je trouve qu'ils sont assez formidables. Donc, non, les journalistes de l'équipe, je les admire parce que je trouve qu'ils font un très bon travail. Ils sont très sérieux, je trouve, dans la manière dont ils traitent le tennis. Je vais citer Vincent Cognier, Sophie Dorgan, Frédéric Bernès quand il était sur le tennis, Franck Ramella aussi, Quentin Moinet. Voilà, pour moi, c'est des pointures du journalisme et j'aime bien. C'est vrai que c'est toujours agréable d'être avec eux sur les tournois de tennis. Je m'entends vraiment très bien avec eux. Après, en télé, je ne vais pas citer Sue Barker parce que c'est la présentatrice de Wimbledon pour la BBC. Je trouve qu'elle est d'une facilité quand elle incarne la chose. Après, moi, j'aime beaucoup Marie Patrux, hein, qui est mon modèle absolu en présentation, on va dire. Ouais, je dirais Marie Patrux pour Bein parce que je trouve qu'elle aussi, elle dégage beaucoup de facilité. Et puis voilà. Très bien. Quel est le tournoi, selon toi, le plus ouf du circuit à couvrir et pourquoi? Pour moi, ce serait Indian Wells. Parce que, égalité avec Wimbledon, mais Indian Wells, moi, j'ai été bluffée par les installations, par le cadre qui est proposé aux joueurs. C'est au milieu d'un désert, c'est super reposant. Tout est facile pour travailler là-bas. Tout est mis en place pour qu'on ait le moins d'efforts à fournir, entre guillemets, dans notre travail. Hein. C'est-à-dire que tous les terrains d'entraînement sont côte à côte. Tout est super bien organisé. Alors, ils sont
Ils sont bien aidés par Larry Ellison, hein, il a énormément d'argent pour faciliter tout ça. Mais pour moi, c'est des conditions de travail absolument exceptionnelles. Si je compare aux autres tournois du circuit. Pour Wimbledon, c'est une atmosphère, c'est différent. Hein, c'est ce caractère un peu suranné du club. Ouais, c'est toujours particulier. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Wimbledon, mais Non. quand on arrive, ça nous prend tout de suite, quoi. C'est tout vert, c'est très reposant. Ouais. Il y a un côté campagne qui est agréable. Et puis, pour le coup, les Britanniques, ils travaillent très bien aussi. Donc, et puis, c'est un grand chelem. Donc, c'est très, très bien organisé pour nous. On a un studio sur place. On a la maison aussi. Donc, oui, c'est peut-être mes 2 préférés de l'année. Même si Indian Wells, j'y vais plus. Qui est ton chouchou chez les joueurs et pourquoi? J'ai pas de chouchou particulier. Alors après, je m'entends bien avec les joueurs français. J'aime bien Gaël, mon fils, qui je m'entends plutôt bien, qui est vraiment très drôle. Alors moi, je suis toujours très sensible à l'humour, donc oui, il me fait pas mal marrer. Et puis, on a eu quelques séquences rigolotes pour la chronique de Charlotte pendant Wimbledon, donc je dirais Gaël, mon fils. Et Benoît Paire aussi est très sympa. Alors, il a vraiment c'est assez clivant hein, quand on parle de Benoît Paire, mais c'est un garçon très très bien élevé et adorable hein, en dehors du terrain, qui peut. Et j'ai pas mal de sympathie pour lui parce que je le vois tellement dégoupillé sur des terrains, je m'identifie tellement à lui, je me dis c'est tellement dur le tennis. Alors évidemment, je cautionne pas tout ce qu'il fait, hein, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il est dans un état second qui est lié à ce sport en particulier. Et donc, après, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de lui parler en dehors, je le trouve quand même très sympa. Ça atténue un petit peu parfois ses pétages de plomb. Et chez les filles, Les filles, ta préf? chez les filles, ma préf, c'est Pauline Parmentier, je dirais, chez les Françaises. Ok. Elle est trop sympa. Ouais, elle est super cool. Ouais, elle se prend pas la tête, elle est sympa. Ouais, Et toujours un dispo. ancien et une ancienne que tu aimes particulièrement? Guga, forcément. Gustavo Kuerten, moi, c'était mon idole absolue. Quand j'étais plus jeune, j'avais un poster de lui dans ma chambre. Et c'est l'un des premiers que j'ai pu faire en interview quand j'étais à Vienne. J'étais partie à Rio, j'avais réussi à le caler en interview. Ça avait été absolument incroyable, ce souvenir. Énorme. Et on était... ouais, c'était fou parce qu'on venait juste d'avoir les droits. Et mon rédacteur en chef m'avait dit... c'était la première édition du tournoi de Rio. Et mon rédacteur en chef m'avait dit écoute, si tu arrives à caler Gustavo Kuerten, allez, on dit que tu y vas. Et donc évidemment, pour lui, c'était impossible. Et c'était en 2014, je me souviens, c'était donc année de Coupe du Monde. Et donc j'avais dit ok, tu me lances le défi, j'y vais. Et en fait, il se trouve que par le plus grand des hasards et en même temps heureux hasard, ma meilleure amie, Chloé, a son père qui était agent de joueur à l'époque, qui était l'ancien agent de Gustavo Kuerten, ce que j'ignorais pourtant à l'époque. Je Incroyable. savais que potentiellement il avait le contact, mais je ne savais pas que c'était lui son agent à l'époque. Et en fait, je suis passée par elle et par lui, par Roré, que je salue si jamais un jour il tombe là-dessus. Et Roré m'avait évidemment aidé pour caler. Pour caler Gustavo Kuerten, ça s'était fait en 2 jours. Ils avaient accepté tout de suite parce que c'était bien recommandé. Et du coup, à Bein, ils avaient accepté aussi que j'aille à Rio, donc faire Gustavo Kuerten et que j'aille faire des petits sujets Coupe du Monde. Donc j'étais arrivée devant Gustavo Kuerten en me disant là, il faut vraiment que je me pince, c'est pas possible. Donc c'était vraiment un rêve qui se réalisait pour le coup. Donc ouais, Gustavo Kuerten en 1. Belle passe décisive, Jorge. Ouais, merci Roré. En femme, j'aimais beaucoup Steffi Graf et Justine Hénin. Et Justine Hénin, pour le coup, j'ai eu l'occasion de parler avec elle pas mal en Australie pendant la Fed Cup, là, pendant la finale de Fed Cup. Et ouais, elle connaît super bien le tennis, donc c'est quand même toujours une source de conseils. C'est toujours hyper enrichissant de parler avec les anciens joueurs, de toute façon, parce qu'ils ont une vision tellement différente de nous, même commentateurs, hein, même si on baigne là-dedans. J'adore discuter avec eux. Tu mettrais une pièce sur quel joueur et quelle joueuse pour la décennie à venir? Toi qui as eu le nez creux sur Rafa et Richard. Ouais. Moi, je mettrais quand même une grosse piécette sur Tsitsipas. Mais bon, c'est un peu... C'est un peu déjà fait? c'est un peu déjà fait, quoi. En plus jeune, du coup? Peut-être Oui, en... qui part de plus loin, ouais.
qui part de plus loin, c'est dur. Félix, mais lui aussi, il est quand même Félix Auger-Aliassime, il est quand même déjà monté assez haut. Plus ou moins installé, ouais. Ouais. Non, j'entendais, je sais pas si tu regardes un peu les juniors ou tu vois dans ces zones-là. C'est sûr qu'en français, j'aimerais bien qu'Harold Maillot fasse quelque chose. Ce serait parce qu'en plus, je le suis depuis super longtemps, Harold Maillot. Okay. J'avais fait un reportage sur lui au Petits As à l'époque. Et j'avais aussi suivi Ryan Rouman. Alors je sais pas trop où il en est. Ryan Rouman, j'ai vu qu'il avait participé à quelques challengers l'an dernier. Ouais. Donc j'aimerais bien un Français. C'est vrai qu'on attend quand même toujours la relève de ce côté-là. Et chez les filles, allez, Diane Paris, ce serait bien. J'ai fait que du bleu, blanc, rouge là. Oui, c'est ce qu'on veut. Hein. Le joueur et la joueuse les plus difficiles à interviewer. Et pourquoi ? Nick Kyrgios, parce qu'on ne sait pas comment il s'est levé en fait. Moi, ça s'est toujours bien passé. J'ai pu le faire à Marseille en entretien pendant 10 minutes où ça s'était super bien passé, où il était adorable, il a même souri, il a même rigolé à certaines questions. Donc non, très agréable, il peut être très fun et en même temps, sortie de match, il peut être hyper froid, faire le travail en 2-2 et te régler ton compte entre guillemets en 20 secondes quoi. Ouais, moi j'ai toujours un tout petit peu d'appréhension quand c'est des joueurs au gros caractère et qui sont un peu imprévisibles. Et en joueuse, tu m'as demandé aussi en joueuse. Yes. J'ai pas eu une mauvaise expérience pour le coup. En joueuse. Autant j'avais eu une mauvaise expérience avec Gaël Monfils qui m'avait répondu avec des onomatopées un jour où il n'avait pas envie. C'était à la grande époque où on a organisé la Coupe Davis en Guadeloupe et il y avait eu il y a eu quelques histoires. Et il répondait par des onomatopées à mes questions. Il n'avait pas envie de répondre. Après, évidemment, tout était rentré dans l'ordre, mais ça avait été un moment difficile. Ça peut arriver aussi, ça. Mais avec les filles, ça m'est jamais arrivé. J'ai aucun souvenir de difficultés particulières. Ouais. Du coup, ma question d'après, ta pire interview, est-ce que c'était celle avec Gaël en Guadeloupe ? C'est pas en Guadeloupe, je me souviens, c'était à Montpellier. C'est pas, ma pire interview, disons que c'était même pas une interview, c'était une non-interview parce qu'il répondait pas, quoi. Donc, t'avais clairement bradé. Ouais, voilà. Et puis bon, mais c'était, ça n'avait rien changé ensuite aux relations. Après, moi, je m'étais dit, bon, la prochaine fois, que faire en fait ? Est-ce que je mets fin tout de suite à une interview parce que clairement, il avait pas envie ce jour-là, mais non, ça, j'en avais pas particulièrement. Je suis pas rancunière de ce côté-là, donc non, j'en avais pas tenu rigueur. Mais c'était un petit souvenir, ouais. Et du coup, tu as un souvenir de pire interview, un moment vraiment malaisant, quoi ? De moments malaisants, non, mais une interview qui a été difficile à faire, c'est celle de Denis Shapovalov. Je l'avais faite 2 semaines après l'accident de mon frère, donc qui avait pris une balle dans l'œil au Canada. Et en fait, Denis Shapovalov, à cette époque-là, avait été invité par l'Open 13, il avait une wildcard. Et c'était donc 2-3 semaines après l'accident, et c'était donc la toute première interview qu'il faisait, et donc c'était à moi de la faire. Incroyable. Et donc ouais, c'était un petit peu étrange quand même à vivre. Parce que je suis pas d'une nature rancunière, mais là pour le coup mon frère avait quand même pas mal souffert et il s'était fait opérer, donc ça avait été des moments assez durs pour lui. Et en même temps, je voyais que Denis Shapovalov, il était mal, il savait pas où se mettre. C'était vraiment pas un enfant, mais un très jeune homme encore à l'époque. Il n'était pas encore aussi connu que ça. Enfin, il avait eu un tsunami, je pense, suite à cette affaire. Il avait accepté, évidemment, l'interview. Il m'avait tout de suite demandé des nouvelles de mon frère, de voir une photo, de voir comment ça a évolué. Mais moi, c'était pas facile. Mais bon, tout s'était bien passé. Hein. Mais c'est vrai que c'était un peu étrange. Je me disais, mais c'est quand même dingue de se retrouver face au joueur qui a fait ça à Arnaud 2 semaines après, quoi. Donc il te connaissait, il savait qui tu étais et où il avait été renseigné par non, en fait, on avait été transparent, on avait dit voilà, on demande une interview de Denis. Évidemment, tout le monde voulait lui parler de ça, et donc on avait précisé voilà, je suis la sœur de l'arbitre en question, donc il n'y a pas ce ne sera pas un règlement de compte ou une vengeance organisée. Non, c'est juste. Je voulais pas qu'il soit mal à l'aise non plus en découvrant que j'étais sa sœur. Ça aurait été un petit peu malhonnête aussi de notre part. Et toi, ça t'avait permis d'avaler un peu mieux la pilule de cette histoire ? Oui, ouais, je pense quand même, parce que j'avais vu que face à moi, j'avais un garçon un petit peu démuni, quoi, qui était absolument désolé de son geste, quoi.
Après, je le savais parce qu'il avait essayé de contacter mon frère aussi pour s'excuser 100 fois. Il n'y avait pas de rancune de mon côté. C'est juste que j'ai pu voir que c'était pas un mauvais garçon. Donc, ça m'a rassurée. Et j'adore Denis Shapovalov. J'adore son jeu. Ça reste une anecdote finalement Ouais. par rapport à Ouais, une lui. anecdote parce que ton frère s'en tire bien, donc oui. Oui, voilà, on- ouais. C'est aussi lié à ça, évidemment. Et au contraire, ta meilleure interview, t'en as souvenir? Ah, attends, j'ai Celle... plein de souvenirs qui me reviennent du coup sur les interviews qui étaient difficiles maintenant. Une avec Agassi aussi. Agassi, il était vraiment pas évident à interviewer C'était parce où? que ça, c'était à Paris. C'était au Ritz, je crois. C'était des interviews, vous savez, qui sont organisées un petit peu sur le mode du cinéma où on a un créneau et on passe. C'est un peu. J'ai l'impression d'être au bac. On attendait dans un couloir tous les journalistes en attendant de passer dans la salle et de le rencontrer. Et lui, il n'était pas forcément de mauvaise humeur puisqu'il enchaînait les interviews. Alors ça s'était bien passé, mais moi j'étais super intimidée. C'était vraiment il y a 6 ans, je crois. Je commençais à peine sur le tennis et j'étais face à quelqu'un qui était en machine, mais en plus, il donnait des réponses exceptionnelles. C'était vraiment une super interview. Mais moi, j'étais totalement intimidée et je voyais qu'il avait envie d'expédier le truc. Et j'étais ressortie un petit peu sonnée et j'avais dit à son manager, non, mais c'était un rêve de le rencontrer, un rêve qui vient de se réaliser. Il m'avait répondu, vous êtes juste une personne normale, vous savez. Et donc, j'étais ressortie un petit peu, ok, bon, oui, je suis juste une fan de plus d'André Agassi, oui, évidemment. Ça C'est m'avait énorme. un peu terrorisée, ouais. Du coup, ta meilleure interview, tu as quelque chose qui ressort vraiment en number one ou... Je réfléchis en numéro 1. En fait, pour moi, c'est Gouga parce qu'elle représente le début de quelque chose aussi. Parce que ça lance des années de voyage aussi. Parce que je sais que c'est un peu cette interview qui a validé un peu ma présence dans la cellule tennis en se disant, bon, ok, elle peut en plus faire des interviews de joueurs. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'ils se sont dit ça, mais ils se sont dit, OK, on peut l'envoyer à Rio et elle va renvoyer une interview diffusable, on va dire. Et donc, comme moi, en plus, c'était mon idole, c'est vrai que c'était un peu l'aboutissement de certains rêves, quoi. Donc, c'est un grand souvenir. Ouais, ça, c'est un grand souvenir, Gustavo Kuerten. J'ai pas pour l'instant, autre chose qui me revient. Toutes les interviews avec Roger Federer, évidemment, où j'y vais en tremblant comme ça, mon micro tremble et j'ai 3 questions à poser et j'ai peur de Les oubliés. me planter, ouais. Mais c'est ce qui est absolument incohérent, hein, non, Il le en fait, voit, j'ai il le que voit les que ton micro tremble, tu micro-trolls. crois? Non, évidemment. Non. Non, il fait genre de pas le voir. Non, non, il Ah ouais. respecte. Roger respecte. Non, après, non, j'ai une autre interview rigolote. Mais en fait, j'ai pas du tout d'interview marquante positivement. Enfin, en fait, celles qui m'ont marqué, c'est celle où il y a toujours une petite anecdote, mais une avec Rafa, où c'était à Madrid, et j'y vais, je m'étais dit, allez, je lui pose les questions en espagnol. Et c'était des questions un peu décalées que je voulais faire, je ne sais plus, c'est pour un sujet spécifique. Donc, il fallait que je lui pose directement. Donc, j'avais obtenu 3 questions avec lui à la fin d'une conférence de presse, ce qu'on n'obtient pas tout le temps. Et donc, j'y vais et je lui dis voy a pedirte en espagnol. Et il me dit ok, vas-y. Et donc, je pose ma question en espagnol et il me dit j'ai rien compris. Et là, je fais mais c'est horrible quoi. Et donc, je me suis dit mais je suis nulle. Et donc, je l'ai refait en espagnol quand même. Il a été sympa. Mais il a rigolé. Hein. Mais j'étais honteuse. Mais je me suis dit mais comment j'ai pu perdre mes moyens autant face à Rafa, mais je suis une fan de tennis, donc Rafael Nadal est très impressionnant. Je sais pas, j'ai perdu, j'ai pas réussi à aligner 2 mots en espagnol pour que ma question soit intelligible. Voilà. Il sait que tu as été ramasseuse pendant l'épisode ou pas? Non, il sait pas. Non, non. Je crois que il sait qu'on est né le même jour, parce que ça lui a pas procuré une émotion particulière, hein, évidemment. Mais je sais que je l'avais dit à son agent un jour en lui disant tu sais que je suis née le même jour que Rafa, et Benito avait dit à Rafa ah mais elle est née le même jour que toi, elle t'invite à sa fête. Et donc il avait souri poliment, évidemment, que Rafael Nadal n'est pas venu à ma fête d'anniversaire cette année-là. Dommage. Dommage. Rafa, si tu nous écoutes. Ouais. Ton plus grand moment de solitude à l'antenne? Un moment de solitude. Ah ouais, ça m'est arrivé à Doha.
on avait eu un énorme problème technique. En fait, en gros, pour vous expliquer, techniquement, on a toujours une oreillette qui est en relais qui est en lien avec Paris. Et donc, ce jour-là, comme il y avait des matchs qui avaient pris du retard sur le cours central, on avait fait l'émission pas vraiment au bord du terrain, on l'avait fait dans les allées du tournoi. Du coup, on n'avait pas pu utiliser toute la technique dédiée. On avait utilisé le téléphone pour être en lien avec la régie à Paris. Et le téléphone a coupé pendant l'émission. Et donc, j'étais en aveugle, quoi. Donc, je parlais, je ne savais pas. Je ne savais pas si les éléments partaient, je ne savais pas ce qui se passait à l'antenne. Et donc, le téléphone s'est coupé et aussi, en fait, j'avais personne qui me parlait au bout. Donc, j'étais totalement en aveugle, ce qui est assez désagréable quand même à la télé. Donc, bon, ça n'a pas fait de buzz particulier, mais c'est assez difficile à vivre parce que on a l'impression d'un grand saut dans le vide et que personne n'est là pour nous rattraper. Voilà, donc ça, c'est un petit souvenir, petit moment de solitude. Ton plus gros fou rire à l'antenne? Bon, ça, je l'ai direct. En fait, ça, c'était pendant Wimbledon, mais ça a pas mal tourné quand même. Mais c'était un fou rire parce que je parlais de la queue dans le tournoi de Wimbledon, qui est la longue file d'attente créée par le Grand Chelem londonien pour offrir des tickets aux gens qui n'en ont pas. Donc, les gens campent et ils font une immense file d'attente, une queue donc, pour rejoindre l'entrée du stade. Et donc évidemment, j'avais parlé de ça dans ma chronique. Et à partir du moment où j'ai prononcé le mot queue, même c'est Marie Patrux qui me lance, elle prononce le mot et elle part en fou rire tout de suite. Et donc là, j'entends en plateau que tout le monde est en fou rire. Et donc moi, je suis obligée de tenir. Donc j'ai tenu, mais bon, c'était vraiment assez difficile. Mais ça, c'est vraiment, vraiment très drôle parce que à chaque fois qu'on reparle de la queue, on part en fou rire. Mais ouais, c'était un très, très bon moment. Et puis après, je crois qu'on a eu un fou rire. Parfois, on est très fatigué quand même, donc les fous rires ne s'expliquent pas. Et pendant Wimbledon, notamment, on travaille quand même, on a des grandes amplitudes horaires dans les journées, et donc on peut partir en fou rire sur n'importe quoi. L'an dernier, je crois que j'ai dit l'ongle de Raphaël Nadal au lieu de l'oncle, et c'est parti en fou rire pour tout le monde parce qu'on est très fatigué le soir. Ouais, donc voilà. Improbable. Le plus gros pétage de plomb que t'aies commenté? Oh, tu veux dire en cassage de raquette? Ouais, cassage de raquette, insulte, blessure à juge de ligne, tout ce qu'on veut. Pas souvenir de pétage de plomb. Attends, forcément, il y a eu des cassages de raquettes, mais parce que j'ai fait un reportage sur les cassages de raquettes pour le coup, Ah ben voilà. qui m'avait régalé. Ouais, j'avais fait un reportage à Indian Wells une année. C'était rigolo, ça avait bien fait rire les joueurs, je pense, parce qu'ils m'avaient tous fait des réponses plutôt sympas. Et on avait pu compiler. Moi, c'est vrai que je trouve ça savoureux, les cassages de raquettes, même si c'est pas bien, ne faites pas ça chez vous. Mais je trouve que c'est presque humain, quoi, de parfois péter son plomb. Pour moi, c'est l'humanité qui ressort parfois, la frustration qui ressort du joueur de tennis, le cassage de raquette. Tu l'as déjà fait, toi, sur un terrain? Non, j'ai jamais cassé de raquette. Je respecte trop mon matériel pour ça. J'ai conscience que c'est vraiment mal de casser sa raquette, mais pour moi, voilà, c'est l'illustration d'une frustration, donc je trouve ça absolument dingue. Je pense à Baghdatis qui avait cassé toutes ses raquettes dans son sac. Ouais, contre Stan. Ça, évidemment, je l'avais pas commenté. Non, j'ai pas commenté de gros pétage de plomb dans mon souvenir. Ouais, je suis désolée. Non, il y a pas de mal. Le match, en revanche, le match le plus mémorable que t'aies commenté, t'en as un souvenir qui te revient? Alors, il y en a un mémorable pour les mauvaises raisons, c'est pendant la finale de Fed Cup où Caroline Garcia a perdu 6-0, 6-0 contre Ashley Barty. Ça, c'était un petit peu difficile à commenter parce que moi, je débutais sur l'équipe de France. C'était la première fois que je commentais l'équipe de France et donc je commence par un Le chat 6-0, noir. 6-0. Ouais, gros chat noir. De toute façon, ils ont continué à m'appeler le chat noir parce que j'ai pas gagné un set entre la Fed Cup et la Coupe Davis l'an dernier. Et donc, Ça va venir. ouais, j'espère. Et donc, ouais, ça, c'était assez difficile parce qu'on n'a pas envie, en plus, de l'enfoncer. Caroline Garcia, Ouais. c'était vraiment hyper délicat. J'étais avec Lionel Roux, on savait plus quoi dire à la fin. Vraiment, c'était très, très compliqué. Facile, ouais. Donc, ouais, c'est mémorable dans le mauvais sens. Après, j'ai eu de grosses émotions sur la Coupe Davis, sur des doubles. Je m'y attendais pas. Je crois que c'était Russie-Serbie. C'est terminé
c'était terminé au super tie-break. Là, j'ai quand même pas mal vibré. Après, j'avais commenté, je sais, Ashley Barty qui devient numéro 1 mondial. Je trouvais que c'était quand même assez fort voilà, comme symbole. Ça m'avait plu. Qu'est-ce qui pourrait venir? Ouais, j'ai pas commenté de finale de Grand Chelem, pas encore. Donc c'est pas, j'ai pas peut-être vécu les plus grandes émotions. J'espère que ça viendra, mais déjà Coupe Davis Fed Cup, c'est pas la même chose. Hein. Ah oui, et oui, non, 11 jabbeurs aussi à Doha, là, récemment, qui bat Énorme. Karolina Pliskova. Grosse ambiance. Et puis, c'était première fois qu'elle passait autant de tours à Doha, donc devant son public, voilà, dans le golf où elle est très appréciée, 11 jabbeurs. Et puis, c'est une fille super sympa. Donc, il y avait eu pas mal d'émotions, étrangement, parce qu'il y avait jamais eu autant d'ambiance sur le cours central de Doha. Donc là, pareil, c'était une grosse performance. On s'était régalé avec Séverine Beltram. Je suis super heureux que tu parles de 11 jabbeurs parce qu'on était ensemble aussi il y a 4 jours. Ah, c'est vrai. Elle est vraiment super sympa, cette Tellement fille. Ouais. gentille. Ah ouais, d'une Ah ouais, mais c'est gentillesse. un amour. Elle était à Miami Ouais. chez son préparateur, son coach. Et, Oui, ouais. et c'était dimanche après-midi pendant son day off, hein, vraiment d'une gentillesse sans nom. C'est top. Je voulais faire une petite aparté sur le tennis. En fait, le format du tennis que je trouve pour ma part qui est de plus en plus dur à regarder. Et pourtant, Dieu sait que j'aime ça, je suis passionné de tennis. Mais vraiment, je trouve que, à moins d'être payé justement pour le commenter, je trouve qu'on s'ennuie assez ferme Ah ouais? de 0-0 jusqu'à 4-4 30 ou alors à 5-5 au tie-break. Moi, je voulais savoir quel regard tu portes là-dessus, même si ton regard est forcément différent de monsieur, madame, tout le monde. Je voulais avoir ton ressenti vis-à-vis de ça. Moi, je suis une puriste. Hein. Moi, j'ai besoin que ça dure. En fait, pour moi, j'ai un peu du mal avec tous les nouveaux formats qu'on est en train de mettre en place, l'immédiateté. Ça rejoint ce que je disais, c'est qu'on manque de plus en plus de patience dans la vie. Et donc, le tennis, il coupe pas. On essaie de réduire les formats, même dans les tournois amateurs. J'en ai fait les frais. J'ai perdu au super tie-break en guise de 3e set. Je trouve que c'est super frustrant pour moi. La dramaturgie d'un match de tennis, elle se construit justement par ces temps faibles. C'est dans ces c'est 2 partout 30 A, dans ces 2 partout 15-30, dans ces moments-là. Alors oui, après il y a des moments importants et c'est là que le match va se décider. Mais toute la dramaturgie du match, elle se joue parce que on aura tenu et pas parce que ça va se jouer sur 3 détails dans un super tie-break. Alors moi, je suis vraiment pour le coup de l'ancienne école, je pense, parce que j'adore quand ça dure longtemps, les matchs de tennis. J'étais, pour le coup, super frustrée de la finale de Wimbledon entre Roger Federer et Novak Djokovic, du tie-break à 12 partout. J'avais envie que ça dure. J'avais envie que non, qu'il n'y ait pas ce tie-break et qu'on voit qui allait craquer en premier, parce que c'est une bataille de nerfs, on le sait, sur une fin de match de tennis. Et après, j'entends que la société évolue, qu'on est on a besoin de contenu court dans le web, on a besoin de quelque chose de court pour apprécier, parce que on veut rien rater et donc on va avoir un petit peu de tout. Mais moi j'ai un peu du mal quand même avec de bousculer un peu les règles. Je sais qu'on va y venir, hein. On va y venir parce que je vois qu'ils font plein de tests. On voit sur les next gen hein, ils essaient de mettre en place plein de nouvelles règles, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour la beauté du tennis et l'essence même de ce sport-là, en fait. Je vois passer certaines de tes stories où tu commandes du tennis féminin au milieu de la nuit, avec le décalage horaire en plus, et à distance, la totale. Et à ce moment précis, clairement, ta vie fait-moi rêver, hein, qu'on se le dise. Alors, quel est ton secret vraiment pour tenir à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'anime? Honnêtement, je me dis quand même, j'ai de la chance de me lever pour aller commenter du tennis. Enfin, c'est mon travail. Je me rappelle ça à chaque fois, même quand c'est dur de se lever à 1h du matin parce qu'il faut aller commenter un match de Fed Cup aux États-Unis. Mais je dis pas que j'ai toujours un enthousiasme débordant et que je pense que je rechigne jamais. Je dis pas que j'ai toujours un enthousiasme au top. Voilà, je vais pas vous mentir. Parfois, c'est difficile. Parfois, quand je vois que ça part en 3-7, ça me paraît difficile parce que parfois, j'ai l'impression de manquer d'énergie et de pas. Il y a des jours sans, hein, quand on commente, il y a des jours où on n'arrive pas à installer une humeur, à installer une énergie, que je sais pas si c'est lié au rythme du match ou à son propre rythme, mais on n'arrive pas en fait à
à rendre la chose un petit peu vivante. Alors oui, il y a parfois des moments où c'est difficile, mais il faut se faire violence. Alors, j'aime bien, moi, l'interactivité qu'on a réussi à mettre en place avec le hashtag Tennis Extra, où du coup, quand je vois que le match est peut-être pas forcément intéressant au début parce qu'il y a beaucoup de fautes directes et que voilà, les joueurs prennent leurs repères, je sollicite pas mal les abonnés et je leur demande s'ils ont des questions, s'ils veulent réagir, s'ils veulent commenter. Comme ça fait un dialogue parce que quand on est seul, c'est vrai qu'il faut quand même trouver de quoi, des sujets de discussion et parce que ça reste un monologue quand même en pleine nuit. On va pas se mentir, on est dans une cabine à Boulogne-Billancourt et j'ai 10% de batterie. On est dans une cabine à Boulogne-Billancourt et voilà, il faut réussir à rester éveillé déjà soi-même et à garder le public éveillé. Et surtout, alors ça m'est arrivé en Fed Cup, il n'y a pas si longtemps, les gens finalement se réveillent vers 7h du mat pour les 6h pour les plus lève-tôt. Et donc, il faut garder la même énergie. Enfin, il faut garder de l'énergie et arriver à garder le téléspectateur avec soi. Et c'est ça qui est le plus dur quand on commente de nuit. C'est qu'on commente à 2h du matin, on est plein d'énergie, mais il n'y a peut-être personne devant son écran. Et quand les gens se lèvent, et ben nous, on est tout rappelé à plat. Et c'est là le plus dur. Donc, mon secret, c'est le café et le coca. Le en beau cabine. mélange. Et voilà. Et les bonbons. Ouais, je ne cache pas que les bonbons... Le sucre aide à tenir et à retrouver un peu d'énergie. Voilà. Qu'est-ce que tu répondrais, Charlotte, à mon prof de tennis de Montrouge qui déteste le circuit féminin et qui trouve ça ennuyeux à mourir? Mais parce qu'il ne regarde pas assez, peut-être. Je pense qu'il ne regarde pas les bons matchs. Il faut que tu lui dises ça, qu'il y a plein de joueuses qui sont en train de... Alors, je suis d'accord qu'il y a le prototype de la joueuse moderne qui frappe fort des deux côtés. Et voilà, on a l'impression de regarder le même match tout le temps, mais je trouve que ça évolue pas mal avec Andreescu, avec Barty. Je trouve qu'il y a en plus, pour le coup, une vraie rivalité au sommet du tennis mondial féminin. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Et pour maintenant être totalement dedans et ultra spécialisé, on se régale de... Enfin, moi, personnellement, j'aime bien me dire... on ne sait pas qui va tirer son épingle du jeu sur le prochain Grand Chelem. Alors, je ne sais pas quel Grand Chelem ce sera. Je trouve que la saison dernière a été assez enthousiasmante quand même avec Andreescu, avec Barty qui devient numéro 1. Osaka aussi, moi j'aime beaucoup son jeu. J'aime beaucoup Barty aussi et tout ce qui est variation, mais je trouve qu'on commence à avoir des styles qu'on arrive à identifier. Et je pense que c'est ça qui est important. Parce que ce qui est difficile, c'est justement, on n'arrive pas à les différencier, toutes ces joueuses qui frappent très fort. Et là, on commence enfin à avoir des styles. Et c'est ce qu'on avait avec Steffi Graf, Martina Hingis, Arantxa Sanchez à l'époque, quand ça fonctionnait super bien. Serena Williams, évidemment, et Vénus. Elles avaient toutes leur style super propre. Et voilà, elles créaient des personnages autour d'elles. Là, j'espère que ça va être le cas avec toutes ces joueuses qui arrivent, mais elles ont toutes quand même un truc à elles. Elles ont une personnalité, elles ont un style assez différent, donc j'ose espérer que ça va intéresser un maximum de gens. Voilà. On a 11 qui nous fait des amortis de rêve. 11, c'est fabuleux. Elle a un talent incroyable. Mais voilà, si les gens ne se mettent pas, parce qu'ils ne la connaissent pas, ils ne se mettent pas devant, ils ne vont jamais la découvrir. Donc, il faut qu'elle ait des résultats, il faut qu'elle continue sur cette lancée. Mais c'est un régal de la commenter. Et, moi, je me suis mise dans des états à Doha. Elle a fait des hot shots, sur hot shot, des amortis rétro. Je ne sais pas si tu as vu l'amorti rétro, incroyable. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères vraiment dans ce métier, si tu devais en extraire l'essence? Ce que j'aime, c'est les émotions que ça peut procurer. Et même plus globalement dans le sport, je trouve que c'est quand même un moyen génial de vivre des émotions fortes et plus fortes que ce qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne. Après, dans ce métier à proprement parler, c'est vrai qu'il y a les voyages. Évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de voyages. C'est être au plus près de là où ça se passe. Moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a animée dans ma vie, c'est d'être là où ça se passe. Voilà, de vivre l'événement en plein cœur, en son cœur. Moi, ce que j'adore, oui, c'est être sur les tournois, pouvoir poser mes questions, pouvoir vivre le tournoi de la meilleure des manières, d'être j'arrive pas à m'exprimer, c'est terrible. Non, mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Non, j'aime bien être au cœur de l'événement et donc de vivre un tournoi à 100%. Et donc oui, le fait de voyager, de pouvoir approcher les joueurs, de pouvoir poser mes questions,
C'est un vrai bonheur de pouvoir commenter des matchs là aussi. Enfin, c'est vrai que je me pince tous les jours de me dire qu'on est payé pour commenter des matchs de tennis. C'est quand même surréaliste quand on y pense. Je me suis jamais levée pour aller travailler à reculons. Ça, c'est pour le coup, ça je ne mens pas. Et je suis toujours contente de me lever parce que je sais pas trop ce qui va arriver. J'ai fait des rencontres formidables. J'ai trouvé plein d'amis, que ce soit sur le circuit ou même dans la rédaction. Et puis on rigole. On rit beaucoup. Donc ouais, moi j'envisage pas ma vie sans le rire. Donc c'est vrai que ça reste que du sport. Donc on se prend pas non plus beaucoup la tête. Voilà. Tu voyages combien de semaines environ par an? Donc là, ça a beaucoup baissé parce qu'on est en confinement, donc. Non, avant, je voyageais, on va dire, au moins 2 semaines par mois. Donc, je sais plus, j'avais pas fait le compte. Mais ouais, disons que c'était 15-20 semaines éloignées de la maison pendant les grandes années du circuit ATP, des droits ATP pour Bein. C'était un vrai bonheur. Mais j'avais vraiment, pour le coup, pas de... J'étais tout le temps avec ma valise. Je passais très très peu de temps à Paris, très très peu de temps chez moi. J'ai raté énormément de choses auprès de mes amis et même de ma famille. Hein. On rate forcément plein d'événements, mais bon, c'était vraiment un bonheur. J'ai vécu la chose à 100%, vraiment au maximum. Ouais, c'est quand même dingue de suivre le circuit parce qu'on va dans toutes ces villes, on voyage, on découvre de nouvelles cultures, on découvre de nouveaux tournois. Et quand on est fan de tennis, c'est vraiment le rêve. Enfin, je ne vais rien vous apprendre. Tu parlais de rencontres dans la question précédente. Quelle est justement la plus belle rencontre que tu as faite grâce à ton métier et sur le circuit? En fait, moi, j'ai rencontré une amie agent. C'est l'agent de David Goffin et dont je suis très proche. C'est devenu une grande amie. Voilà. Donc oui, pour moi, c'est la rencontre numéro 1 et aussi une amie de l'ATP, Stéphanie Natal. C'est devenu de très bonnes amies, donc c'est un bonheur parce qu'on peut se retrouver de temps en temps sur les tournois, alors un peu moins maintenant, mais c'était ouais, toujours un bonheur de pouvoir se retrouver, se faire des dîners. Et, donc on se voit à l'extérieur évidemment, mais ça, ouais, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Vous allez être rapprochés parce que vous faisiez des demandes d'interview et que de fil en aiguille, les échanges. C'était encore grâce à Roré que ça s'est passé. Donc, mais Roré, il faut qu'il vienne sur ce podcast. Voilà, donc Roré qui travaille pour Octagon, qui est l'ancien agent de Sébastien Grosjean et Fernando Verdasco, Tommy Robredo, etc., Gustavo Kuerten, Roré Salkeld. Je connais Roré parce que je suis amie avec sa fille Chloé. Mais du coup, j'avais demandé une interview de David Goffin et effectivement, je savais que Karine Molinari était une amie de Roré et on a tout de suite sympathisé, en fait. Voilà. Et après, je suis aussi assez copine avec les arbitres parce que mon frère est quand même pas mal sur le circuit aussi, donc ça m'a permis de le voir aussi sur le circuit, ce qui est quand même une chance inouïe parce qu'on se voyait du coup pas à la maison, pas en famille, mais on se voyait sur les tournois de tennis. Et je suis très copine aussi du coup avec les arbitres, avec Kader Nouni, Emmanuel Joseph, Damien Dumusois, Pascal Maria. Et voilà, pour en citer quelques-uns, j'aime beaucoup aussi les arbitres. C'était une de mes prochaines questions, mais je vais venir tout de suite concernant ton frère. Quelle est la chose qui te rend le plus fier vis-à-vis de la manière dont il a d'exercer son métier? Ce qui me rend le plus fier, c'est qu'il ne me donne aucune info. C'est qu'il est super, super droit dans tout ce qu'il fait parce qu'à chaque fois, il veut pas. Il y a des trucs vraiment qu'il ne veut pas me dire. Donc, je l'apprends après, je l'apprends par mes communiqués de presse. Il est assez frileux là-dessus et il fait quand même super attention de garder cette distance parce que ça peut être reproché aux arbitres d'être proches des médias et des journalistes. Alors, évidemment, certains quand même arrivent à faire la part des choses entre journalistes, frères et sœurs. Voilà, il me voit quand même plus comme sa sœur que comme une journaliste. Non, il garde toujours quand même cette distance et c'est pas d'outrepasser son rôle d'arbitre et à me filer des infos que je n'ai pas à avoir. Voilà. Bien joué Arnaud. Quel est le joueur ou la joueuse la plus connue avec lequel tu es tapé des balles? Fabrice Santoro, je pense. Ouais. Il faut savoir que j'ai joué un match avec Fabrice Santoro en double et j'ai pas marqué le moindre point. C'est lui qui a tout fait. Donc je peux pas dire si j'ai joué avec lui. Ouais. Belle couverture de terrain, Fab. Ouais.
Et non, après, j'ai joué avec Séverine, qui m'a donné des leçons particulières, et Camille Pain aussi, qui m'avait échauffée pour participer à la Tennis Pro Cup. Elle m'avait donné toutes les deux des séances particulières. Au CNE, c'était vraiment la honte parce que je ne mettais pas une balle dedans. Et je n'oserais jamais demander à un joueur pro de taper la balle avec moi. J'ai trop honte de mon niveau. J'avais une question qui était: as-tu un talent caché, Charlotte? Mais du coup, j'ai cru comprendre que c'était le violon, c'est Oui, ça? oui, je joue du violon en effet. Tu Parce continues de le que pratiquer ou on a totalement mis de côté? je l'ai pratiqué, je le pratique lors de mariages. En général, on me demande de temps en temps de jouer et je le ressors à ce genre d'occasion. Après, non, je joue un petit peu moins. J'aime bien jouer en orchestre, en musique de chambre. Il faut être quand même 3, 4, 5. Et donc, j'ai pas trop l'occasion depuis que je vis à Paris. Alors, j'ai fait partie d'un orchestre à Paris, mais c'était difficile de tout concilier. Donc, il est là, il est dans ma chambre, il est dans mon appart. Le violon, je le regarde, je m'en séparerai jamais. Mais bon, j'espère rejouer quand même bientôt. Je me dis qu'avec ce confinement, il va peut-être falloir que je trouve des activités Tu autres. m'étonnes. Donc, ouais, je vais peut-être m'y remettre justement pendant le confinement. Quelle est la blague la plus ouf dont tu aurais eu écho dans un vestiaire depuis que tu es dans le milieu? Michael Liodra qui se met tout nu dans un casier. Et alors, je sais Tu plus l'as, pour qui tu l'as, tu c'était. l'as de ma sortie la même, a priori, c'était pour Federer. Ouais, ouais. Ouais, ouais, voilà, il s'était mis tout nu et il attendait que, je sais plus c'était Federer le joueur, j'avais plus le souvenir, mais voilà, non, mais il est très drôle, hein, Michael Liodra. Lui, c'est vraiment un phénomène, hein. Il était venu, il avait été consultant pour nous pendant Wimbledon. Il est exceptionnellement drôle. Donc, je suis pas étonnée qu'il ait fait pas mal de blagues sur le circuit. Donc, ouais, voilà, cette anecdote-là de la nudité dans dans le casier. N'importe quoi. La joueuse la plus drôle sur le circuit? Alors, j'hésite entre Naomi Osaka, qui a un petit humour pince sans rire, un petit peu perché, mais qui peut me faire pas mal marrer. Andra Petkovic aussi, que je trouve assez rigolote. Eugénie Bouchard a beaucoup d'autodérision. Elle aussi, elle me fait pas mal marrer. Pauline est très drôle aussi, hein. Faut le savoir, Ouais, hein. Pauline Parmentier, ouais, ouais. Elle est vraiment, vraiment rigolote. Voilà. c'est bon ça. Un petit... J'étais à l'Académie Mouratoglou quand j'avais 14 ans et je faisais des sets d'entraînement avec Pauline qui me Ah, mettait une misère à chaque fois. ah bah ouais. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Ouais, ouais. Ouais. Elle me servait Elle va des bien. aces slicés, c'était sa spéciale du côté droit. Je me revois encore en train de manger la Mais elle bulle. avait quel âge? C'était à quel âge? Elle est de quelle année, Pauline? 86. Eh ben, elle a 4 ans de plus que moi. J'en avais 13, elle en avait 17. Le joueur le plus drôle, du coup, en dehors de Michael Yodra? Eh ben, Roger Federer. Ah ouais. Roger Federer a beaucoup d'humour. Ouais. Alors, je suis peut-être un peu biaisée là. Mais non, Roger Federer me fait rire. Je trouve qu'il a de bonnes fulgurances. Et donc, de ce que m'ont dit Fabrice Santoro et Sébastien Grosjean, il est vraiment très, très drôle dans la vie. Gaël, mon fils, quand même, a sa part de folie. Il est assez drôle aussi. Quand tu réponds Federer, il y a un truc qui me vient, c'est qu'il y a Alors voilà, Federer, c'est The One, tout le monde l'adore, bien évidemment. Mais il y a cette ambiguïté où on ne sait pas, en fait, s'il est vraiment adorable dans la vraie vie ou si c'est un jeu à l'antenne. Je ne sais pas si tu as déjà entendu un petit peu ces bruits de couloir. Moi, je pense que Roger Federer a confiance en lui. Et ça, c'est quelque chose d'indéniable. Je pense qu'il a accompli quand même beaucoup de choses et ça lui a servi tout au long de sa carrière. Moi, de mon expérience, c'est les interviews que j'ai pu faire avec lui. Il a toujours été très professionnel, très gentil. J'ai pas pu tester son humour, mais il a été, pour le coup, toujours très sympa. Moi, c'est Ouais. plus les échos, voilà, les autres échos que j'ai des gens qui sont auprès de lui. Je vois Fabrice qui a fait jouer avec lui en double sur les exhibitions en Inde, j'ai perdu le nom. Ils étaient dans la même équipe. L'IPTL? L'IPTL, voilà. L'IPTL, ils étaient dans la même équipe et il m'a dit, mais il est super, super drôle, il a vraiment énormément d'humour. Je sais pas, je pense qu'il a une manière aussi de se protéger. C'est quand même un joueur, un homme qui est sursollicité. À chaque fois qu'il sort de chez lui, qu'il va dans un endroit public, je pense que tout le monde vient le voir, lui demander une photo, lui demander un autographe. Je le vois sur les tournois, enfin, il peut pas faire un pas dans un tournoi sans qu'il y ait des hordes de fans qui se mettent autour de lui. Donc je me demande si c'est pas une mesure de protection
si sa manière parfois peut-être d'être un peu pas hautain, enfin parce que moi j'ai pas eu ce sentiment-là, mais je trouve qu'avec les fans il fait quand même le job. Hein. Pour un joueur aussi autant sollicité, je trouve qu'il fait quand même le job comme le fait Rafael Nadal. Hein. C'est des joueurs super professionnels de ce côté-là qui ont compris qu'il fallait donner un petit peu aux fans hein, et qu'il fallait leur rendre. Non, une mesure de protection, mais moi, j'ai pas eu d'écho particulièrement de oh là là, il a la grosse tête, il a le melon. Peut-être que je suis dans le déni, hein, mais j'ai pas eu trop ça, non. Le joueur le plus fou? Fabio Fognini, je pense. Ah, mais voilà une petite interview où j'étais mal à l'aise. Il a dit des trucs en italien, j'ai rien compris à la fin. Il avait pas aimé mes questions parce que je lui avais parlé beaucoup trop de son caractère un peu fantasque et ses pétages de plomb. Comme j'avais creusé pendant l'interview, il avait pas apprécié, je crois. Il avait dit un truc en italien, c'était en Coupe Davis à Gênes, je me souviens. Il a dit un truc en italien, j'ai dans sa barbe, il a dit ça à son agent et il avait pas. Je crois qu'il avait pas gardé un grand souvenir de cette interview. Ouais, moi j'aime bien Fognini aussi, il me fait rire. C'est l'italien dans sa splendeur, il est fantasque, j'aime bien. Il se passe toujours quelque chose quand on le commente, Fabio Fognini. Est-ce qu'il y a un running gag que vous faites entre collègues dans les oreillettes en direct? Il y a beaucoup de blagues. Il faut savoir que Mathieu Solier, qui est dans l'oreillette, est très très drôle, fait tout pour nous déstabiliser en général. Alors, quand c'est important, il sait garder son sérieux parce que c'est une bible du tennis, ça aussi, il faut le savoir. Il faut faire super attention avec lui parce que c'est lui qui prépare les zappings aussi à la fin des tournois et il garde souvent le hors antenne. Et donc, à chaque fois, il nous piège. Donc, moi, j'aime bien faire l'ascenseur et l'escalier devant la caméra. Et donc, tu peux être sûr qu'à la fin du tournoi, c'est dans le zap. Bon, après, il n'en faut pas beaucoup pour me lancer là-dessus, hein, mais Fred chante beaucoup. On a les imitations aussi qui reviennent souvent. Ça pas le coup de nous faire une petite Roger et je sais plus qui t'avait cité au départ? Bah non, c'est plus Richard, ma spécialité, mais Allez, lance-toi. je veux pas vexer Rich. Non, mais j'ai pas fait un grand match. Je pense que je t'aime pour rôti. Je vais m'arrêter là. Non, mais en fait, j'ai un peu peur qu'il se vexe à force. Quelle utilisation est-ce que tu as des réseaux sociaux et combien de temps tu y passes par jour? Alors moi, je suis très Twitter. Je trouve que c'est un formidable outil pour les journalistes, pour avoir beaucoup d'infos. J'ai fait ma petite liste de Tweetos Tennis où du coup j'ai toutes les infos qui me parviennent sur mon fil. Donc ça fait partie de la manière dont je prends connaissance de l'actu tennis. Enfin voilà, j'ai des Ben Rothenberg, je sais pas si tu le suis, il y a des journalistes américains. Je suis un petit peu tous les gros spécialistes de la balle jaune. Instagram, j'aime bien l'utiliser pour faire des blagues quand même. Je suis moins dans le côté très sérieux, très informatif, on va dire, de la chose. Donc je fais pas mal la distinction entre Twitter et Instagram. Mais j'y passe du temps quand même. Hein. C'est assez chronophage, hein, ces choses-là. Ouais, non, Facebook, je l'utilise assez peu, c'est vrai. Mais j'ai pas supprimé mon compte encore, mais ouais, je l'utilise assez peu. Je garde contact avec mes amis du lycée et ma famille. Les parents, ils sont sur Facebook en général, ils sont pas sur Twitter ou Instagram, donc ils peuvent commenter des trucs sur Facebook. En général, ils nous ressortent les blagues de Facebook qu'on a déjà vues sur Twitter une semaine avant. Donc c'est ça qui me fait rire. Je regarde. Une question d'actualité, du coup, comment tu vis le confinement en tant que journaliste et quelle est ta vision des choses relative au circuit? Ce sera peut-être une question qui sera collector parce que dans 10 ans, on aura peut-être tous, pas forcément oublié, mais on verra ça de tellement loin que voilà. Mais en tant que journaliste, c'est vrai que c'est un grand saut dans l'inconnu en fait, je trouve ce confinement. Alors on le vit un peu au jour le jour. Enfin de mon côté, je le vis au jour le jour. J'attends de voir comment ça se passe. J'ai la chance de pas être malade déjà, de pas avoir de fièvre et de pas avoir attrapé le Covid. J'ai dans mon entourage des gens qui ont les symptômes et qui sont vraiment fatigués et qui sont un peu bons à rien depuis quelques jours. Donc c'est vrai que je me réjouis quand même déjà d'être en bonne santé. Après, concernant le tennis, c'est vrai que là, on se rend compte de notre impuissance, quoi. C'est un vrai casse-tête pour le circuit. On a vu le report de Roland-Garros au mois de septembre. On voit que tout le monde est un peu énervé parmi les joueurs parce qu'il y a eu un manque de communication, de consultation. C'est vrai qu'à vrai dire, je ne sais pas trop à quoi va ressembler le circuit. On ne sait pas si Wimbledon va être maintenu. On ne sait pas quand vraiment ça va reprendre parce que on est suspendu aux décisions gouvernementales et pas seulement en France, mais partout dans le monde. Donc, une crise mondiale de toute façon. Donc, il vaut mieux être philosophe, prendre du temps pour soi et voir comment ça se passait. Nous, de notre côté, pour BeIN, ils nous ont demandé de rester à la maison, donc de faire
plus du télétravail, de faire des interviews par Skype si on a l'opportunité. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Je prends du temps pour moi, je lis. Je réfléchis à des choses et puis voilà, enfin, patientons sans panique surtout et en étant prudent, en restant chez soi. Voilà, je suis allée faire des courses une fois, j'avais des gants Mappa et un masque sur la tête, donc je pensais pas vivre ça un jour, mais c'est assez étonnant ouais, comme situation, mais bon, on accepte tout, hein. C'est le propre de l'humanité, on s'adapte, on est toujours dans l'adaptation, donc j'imagine que les joueurs de tennis c'est pareil, ils peuvent pas s'entraîner, ils peuvent pas jouer, c'est ce qui est quand même surréaliste, donc ouais, cette année 2020, elle va être étrange. Il n'y aura pas de vainqueur à Indian Wells, il n'y aura pas de vainqueur à Miami. Enfin, mon frère, l'autre jour, m'a envoyé le circuit, le calendrier ATP avec marqué suspended partout là, sur toutes ces semaines. Et il me fait, ça fait quand même bizarre. Et je fais, oui, c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Donc, attendons. On est obligés de tous patienter, de prendre notre mal en patience. C'est vrai que ça va nous manquer. Enfin, moi, ça me manque déjà de ne pas jouer. Et puis, évidemment, de pas commenter, de pas avoir de sport quand même, même à la télévision. C'est ce qui m'a fait prendre conscience de l'ampleur de la situation. C'est quand ils ont annulé le tournoi d'Indian Wells, je me suis dit, ah oui, là, c'est quand même très sérieux. C'est du jamais vu pratiquement. Donc, il faut être prudent et prendre la crise sanitaire au sérieux. Quelle interview tu essayes d'avoir actuellement? Tu peux en parler ou c'est un peu... Écoute, j'ai fait Corentin Moutet hier. Là, je vais essayer d'avoir Lucas Pouille et Pierre Hugerbert normalement aussi ce soir avec Fabrice Santoro. On va essayer d'organiser ça, on va voir. Et puis j'essaie de voir là. Je vais essayer d'avoir David Goffin. On va voir s'ils veulent parler aussi, hein, parce que avec le report de Roland Garros, c'est un petit peu aussi touchy. Ouais. Ils n'ont pas tous envie de communiquer pour l'instant, donc voilà. Je vais voir qui veut bien me répondre depuis son canapé. J'ai 5 ou 6 questions de fin qui sont récurrentes pour tout le monde, D'accord. qui élargissent un petit peu la sphère du tennis uniquement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne? J'écoute les gens parler et je leur pose des questions. J'essaie de m'intéresser un maximum aux gens autour de moi et ne pas considérer pour acquis toutes mes relations amicales et professionnelles. Et c'est pas trop une déformation professionnelle te concernant Si. d'écouter les gens et de poser des questions? Si, mais oui, je pense que ça fait partie de nous, journalistes, de poser des questions, d'être à l'écoute, mais comment dire, quand on est journaliste, c'est comme un réflexe pour avoir de la matière pour en tirer, pour en faire un reportage, pour en faire quelque chose. Là, c'est quand même une écoute qui n'a pas de but, qui n'est pas intéressée, entre guillemets, même si j'aime pas trop le terme intéressé, parce que je suis pas intéressée quand je fais une interview avec un joueur de tennis, mais non, c'est plus, voilà, essayer d'être à l'écoute de mes amis, voilà, à l'écoute de leurs soucis quotidiens et d'apporter mon aide, si je peux apporter mon aide, si mon oreille peut être une aide, si je fais ça un maximum. Et je lis aussi beaucoup. Que veut dire être riche pour toi? Pour moi, être riche, c'est avoir beaucoup d'amis, mais des amis qui comptent. Je dirais, pour moi, c'est être entouré de beaucoup de gens, de confiance. C'est pas facile comme question, mais ouais, moi, je relie ça pas mal à l'amitié et aux gens qui comptent. Et en plus, on s'en rend encore plus compte dans ces temps de confinement où on se dit, ah là là, c'est une problématique qui me tient à cœur, ouais, parce que comme j'ai beaucoup voyagé, je pense que c'est lié aussi à ça, mais j'ai pas pu passer tout le temps que je voulais avec mes amis proches, et donc j'ai envie de rattraper ça et de pas rater de gros moments. Donc oui, pour moi, une richesse, c'est d'avoir beaucoup d'amis et d'être entouré. Franchement, tu as de la chance parce que je viens de te faire un virement là, de 30 000 euros et j'aimerais savoir spontanément ce que tu fais avec. 30 000 euros, j'allais dire j'achète un appart, mais je suis en train d'acheter un appart, donc non. À Enfin, je veux un Bidart? appart. Ouais, bah, voilà, exactement. Bah non, j'achète un appart à Biarritz, voilà, à Bidart. Mon grand rêve, c'est d'habiter au Pays Basque plus tard. Ouais. C'est un de mes projets de vie, ouais. Ouais, génial. Et donc, avec les 30 000 euros, on part sur Bidart. On part sur Bidart, ouais, ou Saint-Jean-de-Luz. Est-ce que tu médites? Non, j'ai essayé. Pour l'instant, je suis pas hyper réceptive à la méditation. Non, j'ai essayé. Alors là, on me propose des yogas par Skype. Je vais peut-être tenter le coup, je vais voir. Mais non, j'en ai fait, évidemment. J'ai voulu voir un petit peu ce que c'était. Alors, je pense que ça aide beaucoup à être calme, plus patient dans la vie. Mais je pense que j'ai pas la patience de méditer chaque jour. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à m'astreindre à ce genre de rituel encore pour l'instant. Est-ce que tu pourrais nous partager 2 rêves que tu as, un via ton métier et un
un peu plus personnel, vraiment une réalisation perso, quoi. C'est vrai que ça, c'est difficile. Un de mes rêves, ce serait quand même de présenter ou de travailler sur Roland-Garros en tant que présentatrice ou en bord terrain pour les chaînes françaises. Donc, on n'a jamais diffusé Roland-Garros. Je pense que ce serait quand même un de mes rêves. Et non, un de mes rêves aussi, c'est de travailler sur les Jeux Olympiques un jour. J'ai jamais couvert les Jeux, et donc ouais, ça aussi, c'est un autre rêve à réaliser. Et au niveau Ouais. perso, en dehors de ton métier, du coup? Bon, c'est avoir des enfants, fonder une belle famille qui vivra au bord de l'eau à Saint-Jean-de-Luz. Génial. Est-ce qu'il y a un Voilà. livre qui a changé ta vie? J'en ai lu un récemment qui m'a quand même pas mal questionné, c'est le livre Sorcière de Mona Chollet. Parce que, évidemment, dans ces temps liés au féminisme, je m'interroge, je me questionne beaucoup aussi. Et c'est vrai que j'ai pris conscience de pas mal de choses en lisant ce livre, que je conseille à toutes les femmes et même également à tous les hommes. Donc Est-ce ça, qu'il y a un j'aimerais. film qui t'anime particulièrement? Alors moi, j'aime beaucoup Autant n'emporte le vent, mais c'est lié à mes études de cinéma où j'ai fait des analyses poussées sur ce film, où on avait fait des courts-métrages où on reproduisait des scènes avec mes amis à l'époque. Donc non, j'aime beaucoup Autant n'emporte le vent, mais j'aime également... je suis pas mal série, j'aime beaucoup Le Bureau des légendes, tout ce qui est espionnage, agents secrets, faits divers, voilà. Je suis pas mal dans ce genre de problématiques également. Est-ce que tu as une citation que t'aimes Je vais réfléchir. pendant ta Non, je séance de sais pas. yoga sur Skype? Ouais, c'est ça, voilà. Quelle tristesse. Est-ce que tu écoutes des podcasts et si oui, lesquels? Oui, alors j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute Remède à la mélancolie, qui est une émission de France Inter que je trouve C'est absolument la postale. merveilleuse. Donc ça, c'est mon podcast numéro 1 en ce moment. J'écoute cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, parce que c'est un copain, Jean-Christophe Drouet, qui l'anime en général et il me fait mourir de rire. Donc j'écoute souvent ça. J'en écoute vraiment pas mal. J'écoute Affaires sensibles, On de la raconte, Esprit public. Non, j'écoute aussi des podcasts un peu nuls, hein, mais je sais plus comment ça s'appelle. Des gens qui font des blagues pendant 2 heures. Non, Génération XX. Après, j'aime bien les portraits de gens. Je trouve que ça s'écoute hyper facilement. Comment est-ce que tu connais Tennis Légende? Tennis Légende, mais ça me fait tellement rire. Je sais pas, je sais plus si j'ai commencé sur Twitter ou Facebook à suivre. Vous relayez tout le temps des vidéos hyper marrantes et un peu décalées, donc assez friande de ça. Donc ouais, sur les réseaux en tout cas. Est-ce que tu aurais une question à poser à Johan, du coup, qui anime vraiment, qui est dans l'ombre de Tennis Légende et qui se donne un mal de chien à trouver tout ça? Eh bien, j'aimerais savoir quel est son réseau. Quelles sont ses sources? Est-ce que les gens lui envoient directement les vidéos qui deviennent virales, ou elles sont déjà virales? Il détecte le côté viral de la vidéo et il la met en ligne, ou enfin non, ma question est mal posée. Est-ce qu'il détecte dans une vidéo qui circule déjà le potentiel viral, ou si ce sont directement à lui que sont envoyées toutes ces vidéos? Également, est-ce qu'il a prévu de monter au tennis cette année? Qui est-ce que tu aimerais voir être interviewé ici, que tu prendrais vraiment plaisir à écouter et qui est réaliste pour nous d'interviewer dans la mesure du possible? Rafael Nadal. Eh ben Écoute, voilà, non, en espagnol. Non, qui j'aimerais entendre en réaliste? Pas, ouais, quelqu'un du tennis et pas forcément Pour le moment, on se en concentre sur le francophone, tennis hein. francophone, voilà. Un Stan Wawrinka, quand même. Je trouve qu'il peut nous faire rire. Il a un potentiel décalé aussi qui peut correspondre et s'adapter au ton de Tennis Legend, je pense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Charlotte? De sortir de ce confinement. Non, que le sport reprenne pour tout le monde, pas forcément pour moi, mais voilà, que tout le monde parvienne à reprendre une vie normale et en bonne santé. Je pense que c'est la priorité pour chacun. Si on veut te contacter ou te proposer un projet, comment on peut s'y prendre? Eh bien, écoutez, il y a Twitter ou Instagram. Je suis en profil public, donc tout est possible. Eh ben, un grand merci d'avoir pris le temps d'avoir Merci à toi, accepté Maxime. Pas et de problème, puis hein. bon confinement. Merci, et toi aussi. Profite bien des Ouais, vagues de bidard. Voilà. c'est gentil, c'est adorable. Prends soin de Pas de toi, lâche. à bientôt. Merci. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout et un grand merci à Charlotte d'avoir joué le jeu. J'espère que ton slice de revers a d'ailleurs progressé depuis qu'on a enregistré cet épisode.
Tu peux nous rendre un immense service en partageant tout de suite l'interview à 2 potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Et si tu l'as déjà envoyé à 2 amis la semaine dernière, eh ben t'en trouves 2 autres. Si tu veux être une légende dans notre cœur et nous permettre d'avoir des invités de renom, il suffit de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de sortir non pas ta raquette mais ta plus belle plume pour nous laisser un commentaire sympa. Immense merci à Arnaud, Sexy Bison, aussi généreux que ton pseudo, Damiano et Pif pour vos mots qui nous vont droit au cœur, et la palme de la semaine revient à Arnaud qui nous écrit « Bon, je prends le téléphone de ma femme pour vous dire à quel point votre podcast est déjà légendaire à mes yeux. Vos interviews sont hyper pointues et les témoignages sont inspirants. Bravo et keep going. » Vraiment beau gosse Arnaud, merci beaucoup, et à qui le tour semaine pro. Un autre big merci à Romain qui a fait chauffer la CB pour nous soutenir sur Tipeee. Parce que là aussi, avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place donc un compte si tu veux nous soutenir entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion. Chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux donc nous encourager à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 €, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode juste en dessous. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. Voilà, profitez bien du Masters parce qu'après, c'est rideau de fin de saison sur 2020. Prenez soin de vous, belle semaine à tous. Ciao.